Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter la fin de mes lectures pour le mois de mai. Aujourd'hui j'ai donc 4 romans et 3 titres graphiques à vous présenter, ça devrait être un petit peu plus court que d'habitude et c'est peut-être pas plus mal. Et du coup on va commencer tout de suite. Tout d'abord je me suis enfin lancée dans la lecture de Lundo Mentis Asiem qui est écrite par Yelena. Donc ici c'est la partie 1. En fait, LMA de son petit nom, c'est une fanfiction Harry Potter qu'a écrite Yelena sur je ne sais plus combien d'années, à peu près entre 2012 et 2020, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. C'est une fanfiction qui était au départ publiée sur Skyblog, puis enfin voilà, qui a eu plein de vies différentes. Et qui est donc maintenant terminée. C'est une fanfiction qui est en 8 tomes, en fait en 7 tomes plus un tome épilogue bonus, plus un tome hors série, enfin voilà, avec plein de nouvelles à côté. C'est vraiment quelque chose de très costaud et au total c'est plus long que la série Harry Potter, donc voilà, on est quand même sur quelque chose de très long. Dans cette série là on va suivre le personnage de Kate, et Kate en fait elle va entrer en première année à Poudlard juste l'année après les événements qu'on a dans la série principale, donc en fait juste après la défaite de Voldemort. Et on voit vraiment dans cette série à quel point la guerre a eu un impact et également a eu un impact finalement sur les plus jeunes, ceux qui n'étaient pas encore à l'école des sorciers et sur le monde des sorciers en fait de manière générale. Donc du coup c'est un tome dans lequel on voit des personnages importants d'Harry Potter, on voit par exemple Harry un petit peu, on voit Hermione, on voit un peu Neville également, puis Luna c'est peut-être dans le tome 2, je sais plus, enfin bref. Mais voilà, en tout cas on a des personnages voilà, importants de la série qui sont présents, mais ils sont pas du tout au centre de l'histoire, puisque donc notre héroïne c'est Kate. Kate, son père c'est un magicien et sa mère est une moldue. Et la particularité de Kate, c'est que quand elle va entrer à Poudlard et avoir le choixpeau posé sur sa tête, le choixpeau va indiquer non pas Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serre d'Aigle, mais va lui dire Papillombre, et là tout le monde se regarde et ne comprend pas, puisqu'en fait le choixpeau va donc l'envoyer vers une 5e maison qui a priori n'existe pas encore, on ne sait pas très bien. Donc voilà, du coup le point de départ de LMA, j'aime vraiment bien cette idée, à la fois le fait que ça se passe juste après les événements, ça permet vraiment d'avoir des choses super intéressantes. Et puis voilà, avec cette histoire autour de cette 5e maison qui est donc une trame principale pendant la série. J'ai depuis lu également le tome 2 et j'ai commencé le tome 3 mais j'en suis vraiment au tout début. C'est une série que je vais donc lire tranquillement en sachant qu'ils avaient été édités en version papier mais c'était un coffret collector et depuis donc c'est plus trouvable. Par contre il y a tout qui est disponible gratuitement puisqu'en fait avec les fanfictions on n'a pas le droit de les vendre à profit. Donc s'il y a une vente ça doit être fait en fait au prix de revient. Donc c'était ce qu'avait fait Yelena pour le coffret, mais donc maintenant voilà, c'est disponible en fait gratuitement en PDF ou en EPUB, et donc je les lis sur ma liseuse. Il y a juste le premier tome que j'avais acheté en papier parce que je voulais convaincre Adrien, donc mon compagnon, de lire également la fanfiction puisqu'il apprécie beaucoup l'univers Harry Potter. Et voilà, du coup c'était le bon moyen en fait pour qu'il se mette dedans parce que sinon il lit pas du tout en numérique. Sauf que depuis il a lu donc le tome 2 et le tome 3 en numérique et qu'il compte bien continuer, donc il me prend maintenant ma liseuse alors qu'il râlait sur les liseuses depuis des années et des années. Du coup c'était un premier tome vraiment très chouette, je vais continuer à lire ça puis je pense que je vous en ferai un retour quand j'aurai fini l'ensemble, mais que je viendrai pas forcément vous parler de chacun des tomes que je lis, mais voilà, je voulais juste vous en parler pour le premier tome. En plus de ça, c'est vrai que nous ça nous permet quand même de relire et de retrouver l'univers d'Harry Potter auquel on est très attaché, mais sans avoir cette pointe de culpabilité parce que forcément voilà, avec les dernières actions, les dernières prises de parole de J.K. Rowling, et pas juste les dernières d'ailleurs parce que ça fait quand même pas mal d'années que c'est comme ça, clairement voilà, elle prône des choses qui ne correspondent absolument pas avec nos valeurs à nous, notamment tous ces discours par rapport aux femmes trans que je trouve complètement aberrants et qui sont pour moi vraiment un gros n'importe quoi. Donc voilà, du coup on n'a pas du tout envie de continuer à soutenir ce qu'elle fait. On sait qu'il y a une grande partie de son argent qu'elle reverse en fait à des associations. Alors il y a une bonne partie qui est reversée à des associations pour l'éducation, mais elle reverse également pas mal d'argent, il faut le savoir, aux associations anti-trans. Et du coup voilà, pour nous c'est plus du tout possible d'envisager de lui donner de l'argent, donc on n'achète plus rien qui vient de la licence Harry Potter.
Donc voilà, du coup c'est vrai que ça nous permet quand même de retrouver cet univers qu'on apprécie, mais sans aller avec les pensées de J.K. Rowling, sans soutenir ce qu'elle fait. Et d'ailleurs je sais que c'est également le cas pour Yelena, donc, qui est à l'origine de cette série. Forcément c'est un univers qu'elle adore puisqu'elle a écrit une fanfiction énorme à l'intérieur, mais voilà, elle cautionne pas du tout non plus les dernières actions de J.K. Rowling, c'est important quand même à préciser. Ensuite, je me suis lancée dans Léon 1916, c'est écrit par Tristan Pichard et c'est publié aux éditions Poulpe Fiction. C'est un roman que j'ai reçu de leur part, donc je les en remercie. J'aime vraiment bien cette petite collection de romans chez Poulpe Fiction qui sont en fait une collection de romans historiques. À chaque fois, on suit des personnages plutôt adolescents, grands enfants, qui correspondent en fait avec la tranche d'âge de lecteurs de chez Poulpe Fiction. Mais voilà, on va les suivre dans différents événements historiques. J'en ai déjà lu plusieurs et donc du coup pour celui-ci, Léon 1916, on le comprend bien, ça se passe donc pendant la Première Guerre mondiale. On va découvrir au départ le personnage de Léon, c'est un adolescent qui a 13 ans et qui travaille comme groom, donc il travaille dans un hôtel à Vichy. Et il voit passer pas mal de choses, mais voilà, lui il est vraiment sur le côté détaché des combats, il vit dans sa vie, il voit les baisses d'activité, il voit les soldats allemands qui passent à l'hôtel, etc. Et tout va un petit peu s'emballer au moment où Mata Hari va arriver. Et en fait Mata Hari c'était donc une femme assez célèbre, je crois plutôt de l'univers du cabaret, ce genre de choses. Et en fait elle faisait de l'espionnage mais également du contre-espionnage. Et donc voilà, Léon du coup en fait va s'intéresser un peu à tout ça. Et ça va l'emmener à découvrir certaines choses, et certaines choses qui sont en lien directement avec là où son père est mobilisé, puisque son père lui est mobilisé pendant la guerre. Et donc il va décider de traverser en fait une bonne partie de la France pour retrouver là où est son père et fournir les informations qu'il a découvertes dans l'hôtel. On a une première partie qui est vraiment plus du côté des civils. Ensuite on a une deuxième partie qui est vraiment au moment où Léon va traverser la France, traverser les zones de tranchées, les zones de guerre, etc. Et donc là voilà où on est plus dans les tranchées, à quel point ça a défiguré le paysage, à quel point il y a eu des impacts, et puis finalement il va se retrouver arrivé au fort dans lequel se situe son père et dans lequel il y a donc des prisonniers qui sont faits. Et pareil, voilà, il va y avoir de nouveau une histoire par rapport à ça. C'est vrai que pour ma part, j'ai plutôt plus apprécié la première partie, celle qui se déroule du coup éloignée des lignes de front, où on est avec le quotidien des civils. La suite est intéressante, mais c'est vrai que le côté tranché, libération d'un fort, etc., on va dire que c'est des choses qui sont un peu plus classiques, qu'on a un peu plus l'habitude de lire en littérature historique, que ce soit en jeunesse ou pas, avec à la fois des éléments qui sont plus classiques sur le plan historique et également des éléments qui sont plus classiques sur le plan romanesque. Donc voilà, après ça a quand même été une chouette lecture, je suis quand même contente de l'avoir découvert, mais c'est vrai que pour ma part je me serais bien satisfaite, j'aurais bien aimé juste un roman qui se passait à l'écart des lignes de front avec toute cette histoire d'hôtel, de contre-espionnage, etc. Je trouvais ça vraiment intéressant. Comme dans pas mal de romans historiques jeunesse, à la fin on a un petit cahier, en l'occurrence ça nous parle essentiellement de la bataille de Verdun, mais ça nous parle également justement de Mata Hari, des forts, etc. Donc c'est intéressant de voir la réalité des faits historiques et comment est-ce que ça a été du coup exploité et intégré dans le récit par Tristan Pichard. Ensuite, je me suis lancée dans La Dernière Allumette par Marie Vareille. C'est publié donc chez Charleston, c'est sorti assez récemment. Et pour ma part, je l'ai lu dans la version audio qui est publiée par Audiolib. C'était un des romans qui était en lice pour le prix Audiolib et c'était donc le tout dernier qui me restait à lire. Et je dois dire que ça a plutôt été une bonne surprise. C'est un roman qui est assez intriguant, dans lequel il y a pas mal de retournements de situation. Et pour ça, j'ai vraiment bien apprécié. Pour vous en parler, en fait, notre narratrice, c'est un personnage qui s'appelle Abigail. Et Abigail, on ne sait pas grand chose d'elle, on sait juste qu'elle vit très recluse dans un couvent en Bourgogne. Et voilà, globalement on n'a pas beaucoup plus d'infos que ça. Ce qu'on va comprendre assez vite, c'est qu'Abigail a eu une vie vraiment compliquée, et notamment une enfance très compliquée dans un foyer qui était très violent, puisque son père battait sa mère et qu'il y avait également des violences qui étaient faites un peu sur Abigail et beaucoup en fait sur son grand frère qui s'appelle Gabriel. Et donc Abigail va nous raconter toute son histoire. En fait on va suivre son histoire d'enfance dans des carnets et en fait elle va expliquer que un peu tout va basculer au moment où Gabriel, son frère qui est devenu un artiste assez connu, va faire la rencontre de Zoé. Et au départ on voit pas très bien où est-ce qu'on veut en venir, mais voilà, on va comprendre que ça va peut-être faire remonter des choses du passé à la surface.
C'est un récit qui parle vraiment des violences conjugales et également de ce que ça va laisser sur les enfants qui grandissent dans cet univers-là. Ce que ça va laisser sur eux et comment ça va impacter les choix qu'ils feront dans le futur. C'est un roman qui part notamment d'une statistique qui est assez effrayante, qui est que 3 enfants sur 4 qui ont grandi dans un foyer violent vont devenir eux-mêmes soit violents, soit victimes de violences dans leur futur foyer, dans leur future relation en tant qu'adultes. C'est un récit qui comporte, on va dire, 2 retournements de situation qui sont quand même assez importants. Pour ma part, le premier des deux, je l'avais pas du tout vu venir. C'est vrai qu'il y avait certaines petites incohérences, etc. et qu'on comprend qu'en fait c'est fait pour amener cette révélation-là. Mais c'est vrai que pour ma part j'ai été très surprise et j'ai trouvé ça vraiment très bien joué. Et par contre il y en a une deuxième qui elle est vraiment sur la toute fin du récit et celle-ci m'a un peu moins parlé parce que du coup ça utilise en fait des thématiques etc. qui moi personnellement me parlent un peu moins. En tout cas j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, c'est vraiment bien construit. Marie Vareille explique dans les notes etc. qu'elle n'a pas été elle-même en fait victime de tout ça, qu'elle n'a pas été elle-même concernée par les violences familiales, mais qu'elle s'est pas mal documentée et qu'elle s'est entourée de différentes personnes qui elles étaient concernées pour rendre son récit le plus vrai et le plus juste possible. Et je trouve que c'est vraiment bien fait, donc voilà, j'ai été vraiment contente de pouvoir le découvrir, ça a été une bonne surprise. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce que ça parte sur tout ça, je connaissais pas grand chose honnêtement du récit en me lançant dedans. Donc voilà, pour ce qui est de la lecture audio, je l'ai trouvée vraiment très bien faite et du coup ça a été une bonne surprise et globalement c'est un récit qui a beaucoup plu aux différents membres du jury, en tout cas à la grande majorité des membres du jury qu'on était cette année. Pour terminer, du côté des romans, j'ai lu le dernier roman de Hermine Lefebvre qui s'appelle La Cité oubliée. Hermine, c'est une autrice que j'aime vraiment bien, je l'avais découverte avec son premier récit publié chez Scrinéo, qui était en fait son premier récit publié, à savoir La Chasse fantôme. J'ai également lu Sous le sceau de l'hiver qu'elle a publié un petit peu plus tard. J'ai pas encore lu Cathédrale qu'elle a publié chez Léa Jeunesse, mais que j'ai avec moi. Et du coup, quand elle a annoncé la sortie de La Cité oubliée, c'est vrai que c'est un titre qui m'a fait très envie. Pas seulement pour le côté graphique, même si clairement hein, on est sur une petite beauté, mais parce que le résumé m'intriguait vachement également. Dans ce récit-là, en fait c'est un récit qui se passe à Venise et nous on va suivre un groupe de voleurs. Et l'un d'entre eux en fait va s'introduire quelque part pour aller voler un objet, sauf que il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'essayer de voler le même objet. Et les 2 jeunes hommes vont être amenés du coup à collaborer ensemble. C'était pas prévu du tout au départ, on va comprendre qu'ils viennent d'univers assez différents, mais en fait ils ont cette même fascination pour Vénétia qui est du coup l'ancienne cité antique. C'est une cité antique qui du coup est un peu considérée comme étant une légende. Il y a plein de personnes qui n'y croient pas vraiment, qui considèrent que voilà, c'est juste une légende, une fable qui fait partie du folklore local. Mais Loro, lui, il est persuadé que ça existe vraiment. Son père était passionné par ça et du coup il va s'allier avec Clémente qui est donc l'autre personne qui était en train d'essayer de s'introduire illégalement dans la même demeure. Et Clémente, lui, en fait, est un sigillaire, c'est-à-dire qu'il a des sigils marqués sur lui et des sigils c'est de la magie antique qui est du coup justement assez liée aux familles puissantes et potentiellement à l'ancienne Vénétia et ça l'amène du coup à pouvoir être contrôlé, être limité, manipulé par d'autres personnes puissantes qui contrôlent la magie. Et du coup Loro, Clemente et Fior, qui est un 3e personnage, vont être embarqués ensemble en fait dans la recherche justement de cette cité antique, de la magie ancienne très puissante qui est également liée avec tout ça. Et petit à petit on va voir au fur et à mesure du récit à quel point l'ancienne cité antique de Vénétia va refaire surface. Le tout se passe dans une Venise qui est sous les eaux, dans laquelle les inondations font de plus en plus rage et ça semble également être favorable au fait que l'ancienne Vénétia ressurgisse ainsi que certaines créatures magiques dont des sortes d'hippocampes qui sont pas hyper sympas mais voilà, qu'on va pouvoir découvrir. J'ai vraiment trouvé que l'univers était très bien fait, j'ai beaucoup aimé l'idée générale, comment ça se faisait, la manière dont l'ancienne cité reprend surface par-dessus l'autre. Voilà, tout ça j'ai vraiment trouvé ça très chouette. Globalement j'ai passé un vraiment bon moment avec le récit, j'ai apprécié les différents
différents personnages. Comme toujours avec Hermine, c'est un roman dans lequel l'inclusivité est très importante. Alors, on a du coup l'un des personnages qui est non-binaire et c'est du coup ressenti dans la manière dont c'est écrit directement, que ce soit par les pronoms utilisés ou quoi. Et je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça vraiment chouette de voir ça. Et c'est d'autant plus intéressant parce que dans chacun des récits d'Hermine, finalement, on aborde un petit peu cette thématique-là. Et c'est toujours fait de manière différente. Donc voilà, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. La seule petite chose, c'est vers le milieu du récit, il y a un petit peu plus de scènes d'action, ça s'emballe un peu plus. Et c'est vrai que j'avais parfois un petit peu de mal à me figurer les différentes choses. J'étais peut-être un petit peu plus perdue. Je sais pas, peut-être que j'avais aussi un peu moins de concentration à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, sinon, globalement, j'ai passé un très bon moment avec le récit. J'ai vraiment dévoré la fin que j'ai trouvé très chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir si ça vous tente. Ensuite, on va pouvoir passer du côté des graphiques. Tout d'abord, j'ai lu le tome 2 de La Concubine Rebelle, donc c'est les chroniques du pays radieux. C'est publié aux éditions Akata et c'est donc une série qui est en 2 tomes, donc c'était la suite et fin de cette série. J'avais beaucoup apprécié le premier tome que j'avais trouvé très prometteur. C'était un tome qui était très bien développé alors que c'est un manga qui est relativement court et du coup voilà, ça m'intriguait beaucoup, j'avais très envie de poursuivre. Malheureusement, ce tome 2 l'a un peu moins fait avec moi. Dans ce récit-là, du coup, en fait, on suit l'histoire d'un empereur. C'est un tout jeune empereur qui vient d'être nommé justement empereur. Et c'est un jeune homme qui est handicapé, qui a un handicap au niveau d'un pied et qui du coup est assez mal vu. Donc c'est pour ça qu'il était toujours un petit peu laissé à l'écart, sauf que la succession, etc. fait que c'est lui qui doit se retrouver à devenir le prochain empereur. Et du coup, il a besoin d'une impératrice à ses côtés. Sauf qu'on va pas lui laisser choisir juste quelle femme il veut épouser, mais on va convier différentes jeunes femmes, différentes adolescentes en fait pour certaines, à son palais. Et dans le lot, on a donc des filles de personnes importantes, donc des filles de ministres, des filles de chefs de clan, etc. Et nous, notre personnage principal, c'est justement la fille d'un chef de clan, mais c'est un chef de clan qui vit vraiment assez reculé dans les steppes, etc. Donc ils sont pas très bien considérés, on les voit vraiment d'un mauvais oeil. En plus, physiquement, ils sont très reconnaissables parce qu'ils ont des cheveux argentés. Donc voilà, du coup, on suit tout ça. Le premier tome, du coup, était vraiment très chouette. On voyait à la fois le rapprochement entre l'empereur et la jeune concubine que l'on suit. Et puis en même temps il y avait énormément de complots de cour et donc ouais, c'était vraiment bien fait. En fait il y a de nouveau tous les éléments qui fonctionnaient bien dans le tome 1, c'est-à-dire que les dessins sont toujours très beaux, il y a toujours beaucoup de complots, d'intrigues de cour, etc. Sauf que tout passe très vite. En fait il y a beaucoup d'ellipses à l'intérieur du récit alors que c'est des éléments qui auraient mérité d'être développés pour qu'on comprenne un peu plus ce qui est en train de se passer. Plus de ça, il n'y a pas spécialement plus de romance dans ce tome 2. Je m'attendais, en fait moi ce dont j'avais peur c'est que le tome 2 soit que de la romance et qu'il y ait moins le côté intrigue politique. Au final dans ce tome 2 il y a moins de romance que dans le tome 1. Il y a des complots politiques mais ça passe trop vite. Voilà, du coup c'est vrai que c'était pas en soi un mauvais tome et c'est pas du tout une mauvaise série dans l'ensemble, mais c'est vrai que par rapport au premier tome que j'avais beaucoup apprécié, celui-ci est en dessous. Ensuite, j'ai lu Un dernier été au cimetière. C'est un roman graphique assez original et assez particulier. C'est donc un roman graphique italien dans lequel on va suivre en fait un cimetière. Ce cimetière a une petite particularité, à savoir qu'il propose en fait aux familles des défunts de venir passer l'été dans le cimetière. Le cimetière se transforme donc en une sorte de gigantesque camping dans lequel eh bien, les différentes personnes vont soit planter leur tente, soit habiter directement dans les caveaux familiaux, se coucher à côté de leurs anciens défunts, etc. Et donc l'idée c'est que ça leur permette de passer du temps avec leurs défunts, de prendre soin d'eux, de faire leur deuil, etc. Et donc chaque été, ils se retrouvent à cet endroit-là et le cimetière sinon est globalement fermé au public. Sauf qu'on va apprendre que cette année c'est la dernière année où c'est possible, donc déjà il y a une saveur un petit peu particulière. Et puis nous on va suivre donc différents personnages et ça nous permet de voir vraiment différents stades du deuil, différents fonctionnements et ça montre vraiment en fait toute cette ambiance qui va se mettre dans le cimetière et c'est assez particulier. D'un côté forcément on a des personnes qui sont en deuil et qui ont beaucoup de mal à faire leur deuil, que ce soit d'ailleurs des deuils qui sont tout récents ou des deuils qui sont très anciens, mais voilà, on voit que chaque personne le vit différemment. On a également les enfants qui dans tout ça en fait finalement sont dans un grand camping géant, font des batailles d'eau et tout ça et puis vivent leur truc de manière assez insouciante. On a des adolescents avec des premières histoires d'amour, etc., des premiers flirts. On a des disputes de voisinage, enfin voilà, plein de choses différentes qui s'entremêlent et tout ça fonctionne très bien ensemble avec des couleurs qui sont très douces et des dessins qui sont assez typés en même temps. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment très original et bien fait en même temps.
C'est une idée assez barrée et finalement ça fonctionne très bien. Pour terminer, j'ai lu Racine par Lou Luby. On est ici également sur un roman graphique qui est assez long. Et en fait c'est un roman graphique qui est à la limite entre de la fiction et un essai. C'était déjà un petit peu ce qu'elle avait proposé avec son précédent titre qui s'appelait Et à la fin il meurt, qui était en fait globalement un essai dessiné sur les contes et les différentes versions des contes de fées. Cette fois-ci, donc dans Racine, on a de nouveau quelque chose donc de vraiment très documenté avec du coup voilà, ce côté essai, mais le tout est intégré dans une histoire de fiction dans laquelle on suit le personnage de Rose, qui est une jeune fille, une enfant en fait au début du récit, qui grandit à La Réunion. Ses deux parents sont créoles, ses deux parents sont métis. Et il s'avère que Rose, en fait, c'est une des personnes les plus claires de sa famille, donc elle a une peau qui peut paraître blanche, elle peut passer pour une personne blanche, mais elle a par contre des cheveux crépus. Et du coup voilà, on suit en fait toute son histoire avec ses cheveux. Et donc ce titre Racine, c'est à la fois une référence aux racines capillaires, les racines de cheveux, et puis bien sûr aux racines familiales, à l'héritage familial. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié comment tout se mêlait ensemble. On va voir du coup vraiment toute l'histoire de Rose, au départ quand elle est enfant, puis quand elle va grandir, quand elle va passer par tout un tas de lissage, puis de tissage de cheveux, avant de revenir finalement à ses cheveux naturels et apprendre à s'en occuper tout simplement et à en prendre soin. Donc voilà, on voit vraiment toute cette histoire, le tout est très documenté, très sourcé. Lou Luby en fait est elle-même métisse, si je dis pas de bêtises, elle est à peu près dans la même situation que Rose, je sais pas exactement voilà, les détails, mais voilà, globalement c'est un personnage qui se rapproche pas mal je pense d'elle-même et de son vécu à elle. Et du coup c'est vrai que c'est un récit dans lequel finalement le personnage de Rose pendant très longtemps quand elle vit soit avec des lissages, soit avec ses tissages, du coup elle a des cheveux lisses et comme elle a une peau plutôt blanche, les gens pensent tout simplement qu'elle est blanche et quand elle va du coup réadopter ses vrais cheveux, les gens savent pas trop comment s'y prendre et c'est vrai qu'elle aussi du coup ça va l'amener pas mal à se questionner par rapport à ses origines et finalement à épouser sa créolité, son métissage, son héritage. Et donc en parallèle de ça on a également toutes les injonctions qui vont être faites par rapport aux cheveux où on va estimer voilà, que des cheveux naturels afro par exemple c'est moins professionnel ou ce genre de choses. Toutes les personnes qui savent pas comment en prendre soin et qui vont faire un peu n'importe quoi avec les cheveux de Rose, voilà, on suit vraiment tout ça et j'ai vraiment trouvé ça très chouette et vraiment très bien fait. J'aime toujours beaucoup le travail de Lou Luby. J'ai lu pas mal quand même de ses titres et globalement j'ai tout beaucoup apprécié. En fiction j'avais eu un gros coup de cœur pour Derrière l'écran qu'elle avait coécrit et qui était vraiment un superbe récit d'amour. Et puis c'est vrai que j'aime vraiment bien aussi donc ces derniers titres qui se rapprochent un peu plus de l'essai et qui sont très chouettes aussi. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, avec les livres que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres ou bien s'il y en a certains qui vous tentent. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!